Les supporters parisiens ne méritent pas Luis Enrique. Oui, je le pense sincèrement et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi les supporters parisiens sont ingrats et ne méritent pas Luis Enrique Martinez Garcia. Intro digne de fait entrer l'accusé, mais oui, aujourd'hui on va donc parler de Luis Enrique pour le programme de la semaine que j'ai posté dans l'onglet communauté. Petit changement, alors la prochaine vidéo ce sera pas demain mais ce sera jeudi et ce sera pas sur l'Olympique de Marseille, du coup ce sera sur le Stade Rennais de Sampaoli puisque Jorge Sampaoli avec l'accent catastrophique a décidé donc de rejoindre le Stade Rennais et a signé jusqu'en 2026, donc on va voir ce que ça va changer, ce qu'il va apporter, si c'est la bonne décision ou pas, et donc on va axer la vidéo là-dessus plutôt que sur l'Olympique de Marseille. Et donc vendredi ce sera une petite vidéo sur le mercato du PSG. Dans cette vidéo on va donc parler de Luis Enrique, tout simplement parce que vous le savez, il y a eu la sortie du documentaire, ces 3 épisodes donc disponibles sur MyCanal. La première chose, c'est que je vous invite et je vous incite évidemment grandement à aller voir cet épisode et à vous débrouiller si vous n'avez pas MyCanal pour retrouver ces épisodes et les regarder, parce qu'on en apprend beaucoup sur Luis Enrique, sur le PSG, sur les coulisses. Et voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Donc voilà, c'est toujours hyper intéressant, surtout que ça concerne notre entraîneur et notre club. Donc, première chose, allez le voir. Deuxième chose, si cette vidéo est là, c'est parce qu'on va réagir sur le premier épisode, donc pas les 3, mais juste le premier. On fera une prochaine vidéo où on réagira à l'ensemble donc des 3 épisodes, mais j'avais pas envie de vous spoiler les épisodes ou quoi que ce soit, donc on va juste réagir sur le premier épisode, sur quelques moments marquants, voilà, que je garde en tête et dont j'avais envie de parler. Et deuxième chose, parce que j'avais déjà prévu de parler de Luis Enrique, tout simplement parce que premièrement, c'est que c'était un mois décisif, le mois d'octobre, on le savait, avec beaucoup de matchs importants, de gros matchs, le Classico, des matchs de Ligue 1. On avait perdu cette première place donc avant la trêve. Là, on l'a retrouvé. Il y avait des matchs importants en Ligue des Champions avec un mois décisif. On est à la 4e journée, à mi-chemin. Malheureusement, comptablement, ça s'est mal passé. Il y avait 2 matchs importants face au PSV et à l'Atlético à domicile. Donc, c'était un mois très important, un mois charnière, ce mois d'octobre et ce début de mois de novembre. Donc, je voulais revenir aussi là-dessus. Et également, dernière chose, du pourquoi, du comment je voulais faire cette vidéo sur Luis Enrique, c'est qu'il y a énormément de commentaires que je vois passer sur YouTube, sur Twitter ou quoi que ce soit, ou dans les médias de bashing, que ce soit Riolo, que ce soit Bertrand Latour ou d'autres, qui m'énervent, voilà, parce que c'est un délit de sale gueule, c'est de la mauvaise foi, et ça m'énerve, voilà, et tous ces commentaires, j'en peux plus à un moment donné, parce que c'est faux, et factuellement c'est faux, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a énormément de choses qui sont fausses, voilà, mais à un moment donné, j'en ai marre de ces gens qui ne regardent pas les matchs, qui suivent les matchs et qui jugent les matchs uniquement sur Flash Score, voilà, qui suivent les performances des joueurs, les résultats uniquement sur Flash Score, ou alors grâce à ce que peuvent dire certaines personnes, certains comptes ou certains médias, voilà, donc ces commentaires de ça joue au handball, ça ronronne, ça se crée pas d'occasion, c'est pas dangereux, j'en ai ras-le-bol parce que c'est faux. Voilà, c'est faux et on va le voir dans cette vidéo. Et vous le savez, hein, je préfère enquiller directement, vous le savez, je ne suis pas le plus grand fan de Luis Enrique et je vous mets directement le screen parce que oui, on en avait parlé l'année dernière au moment où Luis Enrique arrive ou juste un petit peu avant que Luis Enrique arrive, l'entraîneur idéal selon moi pour le Paris Saint-Germain. Et vous pouvez le voir, Luis Enrique n'était même pas dans mon top 3. Voilà, donc je n'ai aucun parti pris à défendre Luis Enrique parce que moi-même à la base, je n'en voulais pas. Sauf que moi, je vois les choses, je vois ce que met en place le club, je vois ce que fait Luis Enrique, je vois comment l'équipe progresse, comment l'équipe joue, donc je suis obligé de prendre la défense de Luis Enrique. Tout n'est pas parfait, il y a plein de choses que je vais pointer du doigt, mais il y a également énormément de bonnes choses et je ne peux pas laisser les médias ou certaines personnes dire des mauvaises choses ou dire des fausses affirmations. Et même si ce n'était pas mon choix favori, je n'aime pas l'injustice, donc on va rétablir un petit peu la vérité dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu sur le premier épisode de la série documentaire sur Luis Enrique? J'ai pris quelques images, désolé pour la qualité, mais on ne peut pas faire de screen sur MyCanal, donc j'ai dû prendre avec mon téléphone. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Et on parlera évidemment du Paris Saint-Germain juste après, les stats, qu'est-ce qui va pas, est-ce que ce PSG progresse, etc. Alors, la première image que j'ai retenue, c'est celle-ci, où Luis Enrique parle avec un intendant du club, c'est dès le début, et il dit non, ça fait du bien, parce que là, en fait, il pleut, et il y a un intendant du club qui lui dit oh, c'est la catastrophe, il pleut. Et Luis Enrique lui répond non, au contraire, ça fait du bien. Et le truc, c'est que là, on voit en fait tout le côté positif de Luis Enrique qui arrive à toujours relativiser, à toujours trouver du positif, même quand ça va pas. Et ça, c'est important aussi, c'est un vrai trait de personnalité chez lui, parce que, bon, bah, c'était peut-être le cas avant, je connaissais pas trop le personnage avant,
Mais on va pas se mentir, depuis malheureusement le décès de sa fille, bah, ça fait relativiser sur la vie. On va pas se mentir. Et il y a un autre épisode à un moment que je vous montrerai parce qu'il y a un screen juste après qui en parle. Mais voilà, il prend beaucoup moins les choses à cœur et il relativise beaucoup plus. Et en fait, à chaque fois, il se dit c'est pas grave parce qu'il y a pire dans la vie. Et forcément, ça aide à relativiser beaucoup de situations. Maintenant, faut pas être dans le déni non plus. Hein. Quand il y a des choses qui vont pas, il faut aussi le pointer du doigt et voir les choses en face. Mais c'est un trait de personnalité important chez Luis Enrique, c'est que il a toujours le sourire, il est toujours hyper jovial et il arrive toujours à relativiser beaucoup de choses. Ensuite de ça, c'est cette image-là que je vous ai mise. Ils veulent créer une équipe. Ce pourquoi Luis Enrique est ici et qu'on comprend dans le documentaire, même si on le savait, mais c'est encore plus confirmé dans ce documentaire. Luis Enrique le dit, je ne me voyais pas entraîner le Paris Saint-Germain. Dans les années précédentes, je ne me voyais absolument pas atterrir au Paris Saint-Germain parce que c'était les stars un petit peu qui faisaient la pluie et le beau temps. Il y avait une équipe qui était basée sur les stars, un projet qui était basé sur les stars et pas forcément sur le collectif et les joueurs et l'équipe. Aujourd'hui, il le dit, il y a eu un changement d'objectif, un changement de dynamique. Au club, on veut créer une équipe. Luis Campos le dit également dans ce documentaire. Et du coup, le fait de vouloir créer une équipe, de vouloir recommencer à zéro et faire tout un projet autour d'une équipe qui joue ensemble, bah, c'est ce qui lui a donné envie de rejoindre le club. Preuve encore une fois que cette prolongation, par exemple, où on parlait du timing, elle n'est pas anodine. En fait, il n'est même pas question de timing, de bons choix ou de mauvais choix. La direction et Nasser Al-Khelaifi ont 100% confiance en Luis Enrique pour bâtir cette équipe dans le présent et dans le futur. Donc, il n'y a même pas une question de timing. Ah, mais on aurait dû attendre, mauvais résultat ou pas. Non, il n'y a même pas question de ça. Aujourd'hui, c'est Luis Enrique. Demain, ce sera Luis Enrique. Et on s'en fiche des résultats. C'est clairement ça qu'on comprend dans cette décision et dans la décision du coup du board parisien qui a 100% confiance en lui pour créer une équipe. D'ailleurs, on le voit ici, il y a aussi une synergie entre lui et Luis Campos, où on voit Luis Campos parler avec lui de nombreuses fois, on le voit parler de lui également, et il y a une vraie bonne relation entre les deux, ça se ressent vraiment dans ce documentaire, avec un bâtisseur d'effectifs comme Luis Campos, et un bâtisseur de collectif et d'équipes qui jouent comme Luis Enrique. Les deux s'entendent très bien et je pense que même s'il y a eu des erreurs des deux côtés encore aujourd'hui, je pense que c'est deux personnes qui ont encore à donner au Paris Saint-Germain et peuvent encore donner. On voit également, on en reviendra après sur Luis Campos, on voit également dans ce documentaire que c'est un énorme travailleur, que ce soit au niveau des datas, au niveau des images, au niveau des heures, sans compter, on va le voir après, il est resté longtemps au campus, mais voilà, c'est un acharné de travail, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément. En tout cas, on se dit que oui, c'est un entraîneur, il fait son boulot, évidemment, il doit avoir des séances, mais lui, il travaille plus que la moyenne. C'est un bosseur, un acharné de travail, et c'est important de le montrer. Que tout est calculé aussi quand il prend des décisions, quand nous on est là sur notre canapé, évidemment on le commente, on a le droit, chacun a le droit d'avoir son avis, qu'il s'y connaisse ou pas, peu importe, mais c'est important aussi de savoir faire confiance aux hommes et de ne pas oublier que nous, on n'est personne comparé à Luis Enrique. Nous, on n'est pas dans le quotidien de Luis Enrique, on ne voit pas les joueurs tous les jours à l'entraînement, on n'a pas toutes les données d'analyse que Luis Enrique peut avoir, pareil sur l'adversaire. Et ça, faut pas l'oublier, oui on peut donner nos avis, mais à un moment donné, faut pas oublier non plus qu'on n'est personne et que lui possède beaucoup plus d'informations pour prendre ces décisions-là et s'y connaît tout simplement beaucoup plus que nous. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, à un moment donné, oui, avoir des avis, mais des avis virulents, comme si Luis Enrique était le petit nabo du coin et que nous, on pouvait lui apprendre le football. Certainement pas. Certainement pas. Il faut savoir redescendre un petit peu. Mais chose que j'ai mis tout à l'heure, en perspective, pas grave, je me remettrai à faire du vélo. C'est après le match face à Toulouse et ce match nul, donc deuxième match consécutif, les deux premiers matchs de Ligue 1, souvenez-vous, face à Lorient et à Toulouse, où il dit justement... J'ai pas peur dans le football, j'ai zéro peur dans le football. Au pire, quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me faire virer? Bah c'est pas grave, je me remettrai à faire du vélo. Et ça c'est important, pourquoi? Pas parce qu'il s'en fiche, tout simplement parce que pour lui il y a plus grave dans la vie. Dans tous les cas, il va aller au bout de ses idées, il aura pas peur. S'il pense que ça c'est la meilleure chose pour le club et pour l'équipe, il le fera et il aura pas peur de le faire. Pourquoi? Bah parce qu'il n'a pas peur de se faire virer parce qu'il y a plus grave dans la vie. Et ça, c'est important. Parce que quand on a un PSG qui a toujours eu peur, que ce soit en Ligue des Champions ou quoi, un PSG qui a peur de prendre des risques, qui a peur de se faire éliminer, qui a les vieux démons du passé, etc. Là, on a un entraîneur qui n'a pas peur, qui pose ses cojones, qui assume son statut, qui assume le PSG dominant, qui a envie de faire peur à ses adversaires et qui n'a pas peur d'aller au bout de ses idées. Et ça, c'est important. C'est important dans un PSG avec des joueurs, des leaders qui parfois passent, même souvent passent au travers, qui ont peur, des joueurs qui sont fébriles. Là, au moins, on a un coach, on a un capitaine du navire qui n'a pas peur. Et ça, c'est important dans les grands rendez-vous. Donc, évidemment, aujourd'hui, ça paye pas encore ses fruits, mais je pense que c'est surtout aussi parce qu'on a un effectif jeune et des cadres qui sont défaillants. Mais ça,
On en parlera tout à l'heure. Ensuite de ça, oui, cette image, elle est importante parce que je parlais de bâtir un collectif, bâtir un effectif, et Luis Enrique et Luis Campos le disent dans cet épisode. En fait, c'est pas facile. On s'en rend pas compte. Et surtout, ceux qui sont habitués à Football Manager et à FIFA, ils se rendent pas compte que c'est dur de créer un collectif, que de faire bien jouer une équipe, de dominer ses adversaires. Ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain parce que on s'en rend pas compte et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais déjà faire comprendre des choses à un joueur de football qui est un être humain, on n'est pas sur une PlayStation. Faire comprendre des choses à un être humain, c'est pas évident. Sur un terrain de football, c'est pas évident. Mais en plus, au-delà d'assimiler tout ce que Luis Enrique demande, le joueur doit l'assimiler pour lui, mais doit également assimiler ce que font ses partenaires aussi. Donc tu dois comprendre, un, pour toi, et deux, le collectif, la synergie de l'équipe. Et tout ça, faire fonctionner tout ça en même temps, ça prend du temps et c'est difficile. Et avec certains joueurs, bah, tu te rends compte que finalement, parce que tu essayes. Et c'est pour ça qu'il y a certains joueurs qui sont encore là. Tu essayes, et finalement, bah, à un certain moment, tu te rends compte qu'en fait, non, il y a un plafond de verre. Ces joueurs ne vont pas comprendre, ne vont pas progresser, ou alors ont progressé mais atteignent un plafond de verre, et tu dois t'en séparer et tu dois aller en chercher d'autres. Et c'est aussi pour ça que tu as besoin, ça se construit sur plusieurs années, comme Guardiola par exemple, ou Jürgen Klopp. Cette philosophie de jeu, ça prend du temps, ça met du temps. Peu importe la philosophie de jeu que tu mets en place, ça prend du temps. Voilà. Et tu dois avoir des joueurs qui sont réceptifs, qui le comprennent et qui sont capables de l'appliquer sur le terrain en match. Et dans les grands matchs aussi. Et encore une fois, il y a plein de steps. Tu peux l'appliquer à l'entraînement, mais tu ne l'appliques pas forcément dans les matchs. Tu peux l'appliquer dans les matchs de Ligue 1, mais tu n'arrives pas à l'appliquer en Ligue des Champions parce que c'est un step supérieur. Voilà. Et il y a plein de choses. Donc, il faut comprendre toi-même les choses. Il faut comprendre aussi tes coéquipiers autour, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses. Et il y a des joueurs qui sont limités, tactiquement parlant, dans la compréhension de ce que tu demandes. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas que les caractéristiques du joueur. Et c'est aussi pour ça que ça prend du temps, parce que bâtir un effectif, ça prend du temps. Te rendre compte que certains joueurs n'y arriveront pas, ça prend du temps, parce que c'est normal de leur laisser du temps. Et c'est ce qu'ils disent dans ce documentaire-là, que ce soit Luis Enrique ou Luis Campos, que ouais, ils sont pas habitués à être désordonnés, ils sont pas encore habitués totalement à ce jeu de position. Surtout, voilà, c'est les premières séances, donc l'année dernière. Donc ça prend du temps. Aujourd'hui, et on va le voir en statistique tout à l'heure, l'équipe progresse sur tous les aspects. Donc ça montre que les joueurs sont en train de comprendre ce qui se passe. Mais ça prend du temps et il faut aussi recruter les joueurs adéquats. Et tout ça, ça prend du temps. Voilà. Mais c'est important de le montrer et de le faire comprendre parce que certains pensent encore que ouais, la réalité, en fait, c'est FIFA. Ce sont nos adversaires qui doivent avoir peur. Ça, c'est une chose que Luis Enrique aussi met beaucoup en avant et que j'aime beaucoup. C'est qu'il met le club en avant, la responsabilité de se dire que je suis au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain est un grand club, qu'on doit gagner, qu'on doit respecter ce PSG sur la scène européenne, en Ligue 1 également, et qu'on doit avoir le privilège de porter ce maillot, et qu'on doit faire peur aux adversaires. Et quand il y a le tirage Newcastle, Milan et Dortmund l'année dernière, il le dit, mais c'est nos adversaires qui doivent avoir peur de nous. C'est nos adversaires qui sont pas contents d'être tombés avec le Paris Saint-Germain. Et donc ça, je trouve ça bien parce que un peu à l'image alors je sais pas si ça marchera et si Luis Enrique sera l'homme de la situation dans les prochaines années, on le verra. Moi, comme je dis souvent, ça me fait penser à Mourinho qui a posé les fondations au Real avant que Carlo Ancelotti en profite et gagne cette 10e Ligue des Champions. Donc on verra. Mais cette volonté d'avoir un projet de domination qui fait peur, de dominer ses adversaires, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je pense que c'est que comme ça que tu arrives à pérenniser une équipe qui fonctionne dans les années et va remporter des trophées, un peu comme ce que fait Manchester City où aujourd'hui, alors bon là il marque un petit peu le pas, mais où voilà, tu as un projet de jeu qui fait peur et qui marche. Alors, je ne vais pas trop passer de temps parce que là, il y a quand même une deuxième partie. Il m'a fait visiter nos 3 villas. Oui, on voit aussi que c'est un homme très très simple qui n'a pas envie d'habiter dans une grande villa, etc. Qui veut juste une petite maison avec voilà, juste ce qu'il faut, un jardin, 2-3 chambres pour la famille et ça suffit. Et il faut le dire, mais pendant 3-4 mois, alors je ne sais pas si c'est la suivante, oui, pendant 3-4 mois, il a habité au campus. Pendant 3-4 mois, sa famille était à Barcelone, lui, il habitait au campus. Tous les jours, tous les soirs, il dormait au campus. Il rentrait les soirs de défaite, analyse de match. Pendant que les joueurs allaient dormir, pendant que nous on allait dormir, on faisait nos petits débriefs et on critiquait. Lui, il était au travail, il dormait pas et il se mettait au boulot. Donc c'est important parce que voilà, c'est un mec qui travaille énormément et moi je pense qu'il faut lui faire confiance. Pour l'instant, pour moi, c'est toujours l'homme de la situation. Il faut lui faire confiance et lui laisser du temps. On voit aussi que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de rigoler, en train de sourire. Là, c'est avec sa femme où il rigole. Elle me fait un câlin, mais elle est en train de me poignarder dans le dos. On voit aussi son rapport très compliqué avec les médias.
où voilà, il s'en fiche d'être aimé ou pas des médias. Les médias ont beaucoup tapé sur lui et aujourd'hui ça se ressent. Et il veut même plus discuter avec eux et voilà. Moi je comprends totalement sa façon de faire, ça dérange ou pas, c'est sa façon d'être, sa façon de faire et ça peut totalement se comprendre. Donc voilà. Oui, ça c'était aussi une chose que je voulais mettre en avant. Il faut que tu aies ton équipe, tout le monde doit participer. C'est à la mi-temps face au Stade de Reims. Kylian Mbappé avait mis un triplé et pour autant, Luis Enrique n'était pas satisfait de son match parce qu'il n'avait pas fait les efforts défensifs, il n'avait pas aidé à presser sur le défenseur central droit. Et à un moment donné, il dit voilà, tu dois participer, tout le monde doit participer. C'est l'équipe, pour que l'équipe marche, tout le monde doit participer, tout le monde doit faire les efforts. Et plusieurs fois, il le répète à Kylian Mbappé. Malheureusement, il ne les fait toujours pas et pareil en équipe de France et au Real Madrid. Mais voilà, je pense que il y en a certains qui sont schizophrènes. On a tous réclamé un entraîneur qui a les pleins pouvoirs, qui met l'équipe et le club au-dessus des joueurs. Aujourd'hui, il le fait, mais beaucoup s'en plaignent et beaucoup ont oublié, je crois, le chaos des années précédentes. Et Luis Enrique le dit plusieurs fois. On a eu beaucoup de stars dans l'équipe, Neymar, Messi, Mbappé, Ibrahimovic, etc. Mais combien de Ligue des Champions on a remporté? Il dit si ça ne tient uniquement qu'aux stars, le Paris Saint-Germain aurait déjà gagné 8 Ligues des Champions. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire de pire que les années précédentes, dites-moi? Bah rien. Rien, parce qu'avec toutes les stars, les coachs qu'on a pu tester, et ce que vous voulez, on n'a rien gagné à l'échelle européenne. Voilà. Donc à un moment donné, il faut remettre aussi l'église au milieu du village avec le FC exigeant. Le FC exigeant, mais qui on est pour être exigeant? Qui on est pour être exigeant? On est le Real Madrid. On est les supporters du Real Madrid. On n'a jamais rien gagné à l'échelle européenne, à part en 96. La seule finale qu'on fait, c'est face au Bayern, sous QSI, dans un Final 8, face à l'Atalanta et Leipzig. Qui on est pour se prétendre le FC exigeant et être exigeant avec cette équipe? Laissez construire cette équipe, laissez travailler cette équipe. Parce que la vérité, c'est qu'on n'a rien pour être exigeant. On n'a jamais rien fait, jamais. Donc qui on est pour être exigeant? Qui on est pour dire aujourd'hui Luis Enrique, c'est pas l'homme de la situation? Quand on voit et quand on va voir ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait déjà avec cette équipe. On est tous d'accord pour dire qu'il manque encore de très bons joueurs dans cette équipe, évidemment. Et qu'il y a certains joueurs qui se chient dessus, bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais le FC exigeant me fait toujours rire. Comme si on sortait de 4-5 Ligues des Champions et que du coup c'était normal de réclamer ci, réclamer ça et que lui n'est pas l'homme de la situation. Enfin bref, il faut savoir redescendre à un moment donné. C'est des choses qui m'énervent, mais bon bref. Oui, et puis on voit évidemment Luis Campos qui en parle et qui dit Luis Campos, que ce soit lui, surtout Luis Enrique, n'a pas la pression. Il le dit, Luis Enrique n'a pas la pression de Nasser Al-Khelaifi et du board. Il n'a pas la pression de résultat. On a 100% confiance en lui. Il n'a pas la pression de résultat et pour autant, Luis Enrique se met la pression tout seul. Et il le dit dans ce documentaire, pour ceux qui pensent que Luis Enrique ne veut pas gagner tout de suite, il le dit. On n'a pas le temps de construire, il faut gagner aujourd'hui, maintenant. Oui, ça va prendre du temps, et c'est normal, mais lui, il veut gagner tout de suite, maintenant. Voilà, et ça, faut pas l'oublier aussi. Donc voilà ce que je retiens du premier épisode de ce mini-documentaire. Je vous invite vivement à aller le voir, vraiment, parce qu'on apprend plein de choses, voilà, sur le personnage, sur le club. Et voilà, allez le voir, et puis on va enchaîner du coup avec plein de choses sur le Paris Saint-Germain de Luis Enrique cette saison. Deuxième partie de la vidéo, on va se pencher un petit peu en statistiques sur le Paris Saint-Germain 2024-2025. Qu'est-ce qui va pas? Parce que moi, je regarde le contenu des matchs. Je me fie également beaucoup aux statistiques parce que ce sont des choses factuelles. Je le prends pour exemple parce que c'est pour moi ce qui représente ça le plus, c'est les occasions concédées par le Paris Saint-Germain. Je le disais, j'ai une forte impression que ce que je vois par rapport au PSG de cette année et aux années précédentes, le Paris Saint-Germain concède beaucoup moins d'occasions, beaucoup moins de volume d'occasions. Par contre, il prend toujours des buts. Voilà. Mais on concède beaucoup moins d'occasions. Au final, et je vous ai montré des statistiques sur la chaîne elle-même, et on le voit même ici sur le graphique, occasions concédées tout en bas, on concède beaucoup moins d'occasions qu'auparavant. Voilà. Et donc, en fait, les stats, ça va venir compléter, confirmer ton impression visuelle. Donc, ceux qui me disent « oui, c'est ronronnant, oui, on n'a pas d'occasion, oui, on joue pas bien », c'est faux. C'est faux. Oui, Luis Enrique, il n'arrive pas à mettre ce qu'il veut en place. C'est faux. C'est faux parce qu'on le voit déjà premièrement. Regardez tout à droite, c'est le Paris Saint-Germain 2024-2025. Et quand une donnée, elle est en bleu, c'est que c'est la donnée la plus élevée. Donc on peut voir que par rapport aux 5 dernières années, les données les plus élevées dans les compartiments du jeu qu'il y a sur la gauche, donc touche dans la surface adverse, occasion de but, qualité des occasions, pourcent de possession haute, récupération haute, touche subie dans sa surface, occasion concédée et qualité des occasions concédées, le Paris Saint-Germain 2024-2025 est au-dessus, voire par moments largement au-dessus que les années précédentes. Et également que l'année précédente de Luis Enrique. Si on compare juste le PSG de Luis Enrique de l'année passée et de cette année, il est en progression.
Alors, juger le Paris Saint-Germain uniquement sur certains résultats qui sont compliqués, et on va l'expliquer le pourquoi du comment juste après, bah c'est pas possible. Parce que la vérité, c'est que cette équipe progresse dans tous les compartiments du jeu. L'équipe de Luis Enrique progresse dans tous les compartiments du jeu. Alors pourquoi on ne laisserait pas le temps et on voudrait que Luis Enrique parte alors que son équipe progresse? On voit ça où? Alors oui, les résultats sont importants, évidemment. Maintenant, à partir du moment où le contenu est bon, non, je ne vais pas m'alarmer, non, je ne vais pas vouloir la tête d'un entraîneur qui met le club au-dessus des joueurs, qui veut faire gagner ce club, qui se met corps et âme dans cette équipe, dans ce club, et qui s'investit corps et âme pour faire gagner cette équipe, et qui en plus de ça, fait progresser cette équipe, et où on voit un meilleur contenu. Parce que oui, c'est factuel les amis, oui c'est factuel, vous pouvez me dire ce que vous voulez, et je sais qu'il y a des détracteurs sur Twitter qui ont voulu me la faire. Non les amis, non, 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 on me la fait pas. On me la fait pas. Et encore une fois, j'ai aucun parti pris, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Luis Enrique, je n'en voulais pas à la base. Mais force est de constater que cette équipe joue et cette équipe progresse. Donc tant que cette équipe progresse, je vois pas pourquoi on descendrait du train. Maintenant, évidemment que si les résultats sont dramatiques, qu'on perd la Ligue 1, qu'on se fait éliminer en Ligue des Champions lamentablement, bien sûr que je vais pas rester dans le train 150 ans, même si les stats sont bonnes. Les résultats sont importants aussi. Mais l'année dernière, on fait triplé national. Oui, évidemment, la Ligue des Champions, quand on arrive... mais encore une fois, il y a deux poids, deux mesures. Alors certains vont te dire, oui, non, mais c'est cache-misère l'année dernière parce que tu sors contre... Tu élimines la Sociedad, le Barça prend un rouge. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Sauf que tu mérites de passer face à Dortmund et t'es passé auparavant. Par contre, ces mêmes personnes-là vont te dire, ouais, mais avec Neymar, Verratti, Mbappé, on va en finale lors du Final 8. Ah bon? Mais lors du Final 8, on affronte l'Atalanta et Leipzig. Bah alors? Donc c'est que quand ça vous arrange en fait, la fébrilité des adversaires. Donc non, non, moi je reste dans le train parce que cette équipe progresse. Voilà. Tant que les résultats sont pas dramatiques et s'accumulent, les mauvais résultats s'accumulent, et je parle pas d'une seule saison, parce que c'est pas si cette année on se fait sortir. Alors évidemment, ce serait un vrai couac, évidemment. Mais regardez, même le Liverpool de Jürgen Klopp n'est pas allé en Ligue des Champions l'année dernière. Donc à un moment donné, ça arrive aussi. Et dans ce cas, Manchester City avec Guardiola, il l'aurait viré bien longtemps avant. Parce qu'ils se sont fait éliminer honteusement à Lyon, face à la Juve, face à Monaco. Voilà. Bref, j'en ai fini avec mon monologue. Cette équipe, elle progresse par rapport à l'année dernière et elle affiche des stats bien meilleurs dans tous les compartiments du jeu que les années précédentes. Même on regarde le volume d'occasion, occasion de but 2,56. Bah, quand tu regardes les années précédentes, t'as beau avoir Mbappé, Neymar, Messi, t'es largement au-dessus. Tu concèdes en plus beaucoup moins d'occasions. Voilà, donc tu as un meilleur équilibre en plus de ça, à 0,67 d'occasions concédées, alors qu'avant on encaissait au moins une occasion par match. Là, on est beaucoup moins d'une occasion par match. Pareil au niveau de la qualité des occasions concédées. Donc voilà, à un moment donné, on subit pareil au niveau des touches dans la surface, 14-3, les autres 19, 17, 15-15. Donc voilà, on a progressé par rapport à l'année dernière, on a progressé par rapport aux autres équipes qu'on a pu afficher ces dernières années. Donc moi, je peux pas vouloir la tête d'un entraîneur qui a progressé. Aujourd'hui, on prend le modèle du Barça, on prend le modèle du Bayern, qui ont des attaques exceptionnelles et qui font du spectacle, qui se procurent beaucoup d'occasions. Et surtout, il y en a beaucoup qui prennent ce modèle-là. Oui, le Bayern, le Barça, c'est des équipes fantasques, il y a du spectacle, on s'ennuie pas. Vous vous ennuyez pas, et pourtant le Paris Saint-Germain, dans les 5 grands championnats, est l'équipe qui se procure le plus d'occasions. 64 occasions. Comment vous vous ennuyez devant cette équipe? Comment vous arrivez à vous ennuyer avec une équipe qui se procure le plus d'occasions dans les 5 grands championnats? Alors je veux bien, c'est à se taper, c'est à s'arracher les cheveux, c'est à se taper la tête contre le mur, parce que encore une fois, on le voit avec ce graphique, sur les 64 grosses occasions, il y en a 25 qu'on a convertis. C'est autant que le Barça, et il y en a 39 qui on a loupé. 25 convertis, 39 qu'on a loupé. On a raté 39 grosses occasions. On a raté autant de grosses occasions que le Bayern Munich s'est procuré de grosses occasions. Le Bayern Munich au total s'est procuré 39 grosses occasions. Et on a raté 22. Nous, on a raté 39 grosses occasions. Donc comment vous vous ennuyez devant un Paris Saint-Germain qui se crée des occasions? Parce que c'est ça la vérité. Si on a une équipe qui est incapable de se créer des occasions, là, ok, on est sur de la possession stérile. Là, ok, on est sur un jeu inoffensif. Là, ok, on est sur l'Espagne, que vous aimez bien dire de Luis Enrique. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et en Ligue des Champions, c'est la même chose. Le PSV Eindhoven, Gérone, l'Atlético Madrid, c'est la même chose. Et dans ces grosses occasions, on prend pas, en plus, toutes les occasions qu'on a mal gérées, où on fait une mauvaise passe, une avant-dernière passe qui est cataclysmique, et où on a des bonnes occasions à jouer sur les transitions rapides et des récupérations hautes que derrière on va rater, et qui ne comptent pas comme des grosses occasions. Donc comment, dites-moi, comment vous vous ennuyez devant cette équipe? Et pareil sur les stats que j'ai montrés juste avant. Donc faut arrêter la mauvaise foi.
Voilà, faut arrêter la mauvaise foi. Certes, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, notamment en Ligue des Champions, mais en championnat, on est en avance. On est en avance sur tous les temps de passage du Paris Saint-Germain. On marque plus de buts que l'année dernière et plus que chaque autre année. Si je ne me trompe pas, depuis QSI, il n'y a qu'une seule ou 2 années qui font mieux que le nombre de buts qu'on a pu mettre en championnat cette saison. Voilà. Et on va me dire, ouais, mais la Ligue 1, c'est faible. C'est faux. C'est faux. Le niveau de la Ligue 1 a augmenté. Le niveau de la Ligue 1 est beaucoup plus homogène que les années précédentes, quand on l'a dominé avec Zlatan, etc. La Ligue 1, le niveau de jeu de la Ligue 1 moyen de la Ligue 1 a progressé. Donc, c'est totalement faux. Et puis, vous gênez pas pour dire que c'est magnifique quand Lens est dauphin du Paris Saint-Germain, quand Monaco fait cette saison-là, quand Marseille fait ce début de saison-là, quand Lille joue de cette façon-là. On se gêne pas pour dire « Ouais, c'est magnifique, le nombre de points, les buts qu'ils mettent, etc. » Et là, on parle pas du niveau de la Ligue 1. Hein. Là, bizarrement, la Ligue 1, c'est pas faible. Hein. Par contre, dès que le Paris Saint-Germain gagne, ah, mais ouais, mais c'est parce que la Ligue 1, c'est pourri. Ah, mais ouais, mais c'est parce que Angers, c'est pourri. Ah, mais c'était moins pourri, Angers, quand ils allaient gagner à Monaco et qu'ils faisaient match nul face à Marseille. Hein, c'était moins pourri. Hein. C'est moins pourri, Auxerre, quand ils gagnent 3-1 au Vélodrome. Ah oui, mais quand c'est face au Paris Saint-Germain, ouais, mais c'est normal, la faiblesse de cette équipe. On bat le LOSC 3-1. Ah ouais, mais c'est que le LOSC, ils sont fatigués, en vrai, ils sont pas ouf. Ah, mais par contre, on les glorifie quand ils gagnent, et à juste titre, face au Real, face à l'Atlético, et qu'ils font match nul face à la Juve. Et quand le Paris Saint-Germain bat le LOSC, ah ouais, mais non, mais c'est... Donc c'est toujours pareil, quoi. Quand c'est le Paris Saint-Germain, c'est nul et c'est normal. Hein. Mais voilà, mais encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est toujours des argumentaires qui vous arrangent, c'est juste de la mauvaise foi pure et dure. Voilà. Et encore une fois, comme je dis, j'ai pas de parti pris. Bref, autre graphique, c'est le taux de conversion, parce qu'il est là le problème, les amis, il est là. Regardez-moi ce taux de conversion. Regardez-moi ce taux de conversion, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, tir dans la surface, regardez. Le plus de tirs dans la surface, Manchester City 65 tirs, Real 55, Paris Saint-Germain 3e avec 52 tirs. Regardez, but. Regardez les buts. 52 tirs dans la surface, 1 but dans la surface. 1,90% de taux de conversion. Par contre, très bonne nouvelle, c'est qu'on marque à peu près tous les 30 tirs du coup, tous les 28 tirs. Eh ben normalement, ça veut dire que normalement, si je dis pas de bêtises, comme ça, vite fait de tête, dans 6, 7 ou 8 tirs, on devrait marquer un deuxième but. Donc, on va peut-être marquer contre le Bayern, les amis. Eh oui. Mais ouais, ce taux, il est horrible. Ce taux, il est horrible. 1,90 de taux de conversion. On a beau me dire ce qu'on veut. Sur 52 tirs, ok, il y a des tirs qui sont dans des angles fermés. Mais sur 52 tirs, il y en a qui sont bien placés. Ils sont pas tous dans des angles fermés. Et même dans des angles fermés, on a vu des joueurs marquer. Encore faut-il avoir la qualité. Zegrova, il n'a pas besoin d'angle fermé, d'être dans la surface pour marquer. Voilà, il est en dehors de la surface dans un angle fermé, il marque. Pareil pour Salah, pareil pour Vinicius. Voilà, donc il y a aussi la qualité intrinsèque de certains joueurs dans les derniers mètres. Eh oui, eh oui. Eh oui, mais collectivement, on les a. Regardez les tirs dans la surface, 52. On arrive à rentrer dans la surface. Et ça veut dire qu'on sait jouer pour rentrer dans la surface. Eh oui, il faut aussi comprendre les choses à un moment donné. Mais 1,90 de taux de conversion, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et regardez, aujourd'hui, qui est en tête qui sont les 2 meilleures équipes de cette saison et les mieux placées en Ligue des Champions? Liverpool et Monaco sont dans le top 3, top 4. Liverpool, 50 tirs, une équipe qui frappe le plus, but 10, 20% de conversion. Le Barça, qui est une des meilleures équipes cette saison avec Liverpool, 30% en bas, 30% de taux de conversion. 39 tirs, 12 buts marqués, 30%, quasiment 31%. Voilà. Et on se rend compte, les seules équipes qui sont à moins de 10%, c'est le Paris Saint-Germain évidemment, mais sinon c'est Stuttgart et le PSV Eindhoven. Donc 2 équipes qui, certes, il y a de la qualité, mais non pas la qualité d'effectifs comme Manchester City, le Real ou bien le Barça. Voilà. Donc, c'est les seules équipes. Tous les autres sont au-dessus. Même Monaco est à 15%, Liverpool 20%, le Bayern 16%. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Un autre graphique qui met aussi à contribution le Paris Saint-Germain, et cette fois-ci en Europe, parce qu'on va me dire en Ligue 1, voilà, fort avec les faibles, faible avec les forts en Ligue des Champions. Bah non. Par contre, il y a quelque chose où je peux vous donner raison, mais quand même que je vais débunker juste après. Les expected goals. On voit que le Paris Saint-Germain en Europe n'est pas dans les meilleurs, dans les 5 meilleurs qui ont le plus d'expected goals. D'accord? On retrouve le Barça, le Bayern, Liverpool, le Real, City. D'ailleurs, quand on regarde la qualité des milieux de terrain et des attaquants de ces équipes-là, on se rend compte que, finalement, est-ce que c'est pas normal que ces 5 équipes, voilà, intrinsèquement parlant, et même collectivement pour beaucoup d'équipes d'entre elles, elles sont meilleures que nous. Voilà, on va pas se mentir. Maintenant, au niveau des XG, oui, effectivement, les tirs dans la surface ne font pas tout. Et des tirs en angle fermé, ça ne te fait pas beaucoup d'expected goals. Par contre, il y a quelque chose qui ne fait pas d'expected goals, c'est, comme je disais tout à l'heure, toutes les occasions qu'on n'a même pas l'occasion de se procurer. Parce qu'on va récupérer des ballons hauts, mais on va rater la transition, on va rater la passe.
L'avant-dernière passe, la dernière passe, on va totalement la rater. Alors qu'on aurait pu se procurer une énorme occasion. Toutes les frustrations à s'arracher les cheveux des coups qu'on joue mal. Voilà. Et ça, c'est des expected goals qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas. Et oui. Mais vous allez voir, on n'est pas si loin aux expected goals. Et vous allez voir, il y a des choses qu'on doit remettre dans leur contexte. Mais ça, je peux vous l'accorder. Les récupérations hautes, par contre, voilà, on est dans le top 5 avec 75 récupérations hautes, chose qu'on ne pouvait pas voir avec les Paris Saint-Germain précédents. Et vous le savez, c'est une stat que j'avais montrée l'année dernière en Ligue 1. Les 3 premières équipes de Ligue 1, c'était les 3 équipes qui récupéraient le plus de ballons hauts, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y avait un moment, un graphique que j'avais vu passer. En fait, plus tu récupères le ballon haut, plus tu vas être dangereux parce que l'équipe est déséquilibrée et désordonnée. Et c'est là que tu peux en profiter. Encore plus avec le jeu de position de Luis Enrique. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le reportage. Donc ça, c'est important. Voilà, ça, c'est important. Les IG concédés, oui, ça, c'est une donnée qu'on a mis en avant. Le Paris Saint-Germain est l'équipe qui concède le moins d'expected goals. Voilà. Pourtant, on a joué Arsenal. On leur a donné 2 cadeaux, d'ailleurs. Ils n'avaient pas besoin de se procurer des IG pour marquer. Voilà. 2 expected goals seulement. Et pourtant, on a encaissé quoi? 5-6 buts. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et on va y revenir sur le problème aussi. Mais ça veut dire qu'on défend bien. Ça veut dire qu'on défend bien et qu'on fait partie des meilleures défenses. Et oui. Donc ça, c'est encore une fois là où on a progressé. Parce que je vous rappelle les saisons précédentes, le nombre d'occasions et le nombre de buts qu'on prenait. Enfin, voilà, à un moment donné. Possession dans les 30 mètres adverses, pareil. Ça montre aussi la domination que tu peux avoir dans le camp adverse. Après, c'est vrai qu'on a affronté aussi des équipes qu'on devait dominer, que ce soit l'Atlético, Gérone et le PSV. Donc, on va attendre de voir ce qui se passe aussi face à Manchester City et au Bayern notamment pour faire un plus globalement sur les 8 journées où est-ce que le Paris Saint-Germain se situe. Mais c'est déjà quand même une donnée évidemment à prendre en compte et on était déjà dans ces stats-là l'année dernière en Ligue des Champions. Le problème aussi, un des problèmes du Paris Saint-Germain, il est là. C'est qu'avec un gardien comme Donnarumma, je l'ai dit, on ne gagnera pas une Ligue des Champions. On ne gagnera pas une Ligue des Champions parce que on a un gardien qui, en Ligue des Champions, ne fait aucune différence. Souvenez-vous, citez-moi en commentaire un match référence de Donnarumma en Ligue des Champions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Citez-moi un match référence de Donnarumma dans les matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a en Ligue 1, notamment la saison dernière où il est exceptionnel en Ligue 1 et c'est le gardien qui fait le plus de différence dans les 5 grands championnats. Très clairement, il nous a fait gagner un nombre de points incalculable. Malheureusement, en Ligue des Champions, c'est tout autre. C'est tout autre. Et au-delà de ne pas faire de différence, en plus de ça, il fait des erreurs énormes et il nous coûte des buts à quasiment chaque match. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et encore une fois, face à l'Atlético, regardez ce ballon, il est sur lui. Il est sur lui et je vais vous passer plein d'images pendant ce temps. Vous en avez déjà sûrement vu au montage. Voilà, c'est dramatique. C'est dramatique. En plus d'avoir un gardien qui n'est pas compatible avec ce que tu veux parce que Luis Enrique voudrait un gardien qui maîtrise le jeu au pied, qui est capable de jouer haut. Au-delà du jeu au pied, c'est capable de jouer haut sur le terrain. On voit un Lucas Chevalier qui, lui, est très haut, par exemple. Même Safonov, face à Lens, qui est capable de jouer haut. Gigio, c'est impossible. Gigio, c'est impossible. Le jeu aérien, c'est impossible. Les sorties, c'est impossible. Jouer haut, c'est impossible. Le jeu au pied, même si c'est un peu amélioré, c'est pas possible non plus. Les erreurs. Et en plus de ça, cette année, il est même pas capable de sortir un ballon qui est sur lui. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous concédez un tir, il y a un but. Voilà, à un moment donné, en fait, pour gagner une grande compétition, tu as besoin d'avoir un grand gardien. C'est comme ça, un grand attaquant, un grand gardien. Si tu as un gros milieu de terrain, c'est toujours mieux. Mais il te faut un grand attaquant, un grand gardien. On n'a ni l'un ni l'autre. On n'a ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, on joue super bien pour aller dans la surface adverse et pour ne pas aller dans notre surface. Mais dès qu'ils sont dans notre surface, le peu de fois qu'ils sont dans notre surface et le peu de fois nous, on est dans leur surface, on n'arrive pas à marquer. Enfin, le peu de fois. Le nombre de fois, parce qu'on est beaucoup de fois dans leur surface, on n'arrive pas à marquer. Voilà. Et à l'image de cette occasion où l'Atlético est venu 2 fois, ils ont marqué 2 fois. Voilà. Donc à un moment donné, on ne peut pas gagner un trophée européen. Bernard Lama et Keylor Navas, c'est les 2 seuls gardiens qui nous ont amenés en finale de Coupe européenne. Avec Bernard Lama, on gagne la C2 en 96 et Keylor Navas, on va en finale de Ligue des Champions. Avec énormément de différences qui ont été faites et une sérénité implacable. Voilà, donc ça fait toute la différence. C'est tout, c'est comme ça, c'est le football. Allez, vous pouvez le voir en Ligue 1 aussi cette saison, il fait même plus de différence. Voilà, il fait même plus de différence. Vous le voyez avec ce graphique, en fait, il faut suivre la ligne jaune là qui est au milieu et qui fait toute la diagonale. Parce qu'en gros, là-haut, tout en haut à droite, là, à côté de moi, vous avez Arthur Desmas avec Le Havre et Gauthier Larsonneur à droite avec Saint-Etienne. En fait, si tu es en dessous de la ligne jaune et si tu es au-dessus, ça veut dire que tu fais des différences. Si tu es en dessous, ça veut dire que tu n'en fais pas par rapport aux différences que tu devrais faire. Mais quand tu es tout là-haut, c'est parce qu'en gros, tu encaisses beaucoup de buts. Et forcément, avec Le Havre et Saint-Etienne, ils encaissent beaucoup d'occasions et ils encaissent aussi beaucoup de buts. Donc, ils sont tout là-haut. Quand tu es tout en bas, c'est parce que tu n'encaisses pas beaucoup d'occasions et de buts. Mais tu peux aussi faire des différences par rapport aux buts que tu pourrais
arrêter. Et donc on le voit là-haut, Desmas fait beaucoup plus de différence que Gauthier Larsonneur. Voilà. Et en bas, on peut retrouver Brice Samba, Lucas Chevalier, Marcin Bulka, Lucas Perry. Tous ces gardiens sont au-dessus de la ligne jaune. Donc ça veut dire qu'ils font plus de différence. Et ils arrêtent plus de buts d'occasion qu'ils n'en devraient. Et Donnarumma, il est sur la ligne. Avant, Donnarumma, notamment l'année dernière, était beaucoup plus haut et était le meilleur gardien de Ligue 1 dans cet exercice avec Bizot, si je ne dis pas de bêtises, et Bulka. Cette saison, vous voyez, il fait même plus de différence. Il est pile sur la ligne. Voilà. Et en Ligue des Champions, c'est encore pire, il est en dessous. Donc voilà. Oui, stat que je voulais vous montrer aussi. Je parlais tout à l'heure des expected goals où je vous disais, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas dans le top 5, mais regardez, on n'est pas très loin non plus. On est top 12 avec 11 grosses occasions créées. Le Barça, qui est 5e, s'est créé 14 grosses occasions. Donc on n'est pas loin. Hein, on le voit dans ce classement, avec une ou deux occasions en plus, tu peux monter très très haut. Tu peux gagner des places. On est 12e. Pour autant, au classement, on est 25e. Donc ça, c'est pas normal. À l'image de Leipzig, par exemple, qui est 9e avec 14 grosses occasions. Mais à un moment donné, quand tu rates autant, avec 10, regardez à droite, 10 grosses occasions ratées, tu finis avec 0 points. Leipzig est à 0 points parce qu'il rate beaucoup trop d'occasions. Et le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Quand on a 11 et que tu en rates 10, c'est pas normal. C'est pas normal. Regardez Liverpool et le Barça à gauche, qui font partie des équipes, les deux meilleures équipes cette saison et les deux équipes qui se procurent le plus d'occasions, en tout cas qui sont dans le top 5, ils sont pas à droite. Ils sont pas dans le classement de droite parce qu'ils marquent. Eh oui. Donc encore une fois, le problème pour moi, il n'est pas collectif, il est individuel. Alors, bien sûr, on va y revenir sur le choix des hommes. C'est lui qui fait confiance à Dembélé, à Barcola. C'est lui qui a refusé de recruter certains joueurs. On va y venir juste après. Mais à un moment donné, c'est les individualités qui faillissent. Gigio Donnarumma ne fait aucune différence dans la surface. Nuno Mendes nous a coûté plusieurs buts en Ligue des Champions. Il est attentiste. Vitinha n'est pas un vrai numéro 6. Il donne son dos et il se fait éliminer facilement face à Trossard. Ça nous coûte 2 buts. Donc voilà, on se fait plomber par des erreurs individuelles dans notre surface et on se fait plomber par une inefficacité offensive individuelle de certains joueurs et qui ont du mal à prendre la meilleure décision. On va le voir encore juste après. Donc c'est pas Luis Enrique le fautif. C'est les individualités. Voilà. Et si on avait un gardien comme Lucas Chevalier qui fait des différences, ce serait pas pareil. Si on avait un vrai 6 qui est capable de défendre correctement devant sa surface et dans sa surface, ce serait pas pareil. Si on avait des mecs comme Dembélé ou Barcola qui sont capables de marquer leurs occasions, ce serait pas pareil. Et oui. Donc voilà, il y a des choses, je suis vraiment pas d'accord. Et on parlera des recrues du coup, c'est ce qu'on peut pointer du doigt là-dessus. Regardez ce graphique, c'est les buts marqués sur les 3 dernières saisons, les 3 dernières années, par les ailiers. On peut voir que Mohamed Salah, Vinicius, Phil Foden, Ademola Lookman, Rodrigo, etc. font partie des ailiers qui marquent le plus de buts. On se rend compte également aussi que Vinicius, on en parlait par rapport au Ballon d'Or, ouais, ses stats, elles sont pas forcément incroyables, etc. Mais qu'est-ce qui a marqué Vinicius surtout? C'est le fait qu'il marque en demi-finale de Ligue des Champions. C'est le fait qu'il marque en finale de Ligue des Champions. Ademola Lookman, triplé en finale d'Europa League. But pendant la CAN. Encore une fois, là, il marque en Ligue des Champions. Il marque dans les grands matchs avec l'Atalanta. Voilà ce qui marque aussi. C'est des joueurs décisifs dans les grands matchs. Et des ailiers qui marquent. Et en fait, je vous montre ça parce que dans le jeu de Luis Enrique, qu'est-ce qui est important? On le sait, le faux neuf. Ouais, ce qui est important, c'est des ailiers buteurs. C'est des ailiers capables de mettre des buts. Au Barça, il avait Suarez devant, évidemment, qui mettait des buts, mais qui jouait aussi avec les autres et qui permettait à Neymar et à Messi de marquer beaucoup de buts. Des ailiers buteurs. Des milieux axiales qui se projettent et qui marquent. Iniesta, Rakitic. Aujourd'hui, nos ailiers ne sont pas capables de marquer des buts en Ligue des Champions. Et c'est ça le problème. Et quand tu regardes les profils et donc qui étaient ciblés, c'est pour ça que je vous montre ça. Qui était ciblé cet été? Gvicha Kvaratskhelia et Ademola Lookman, qui ont été retenus par l'Atalanta et qui ont été retenus par le Napoli. Ils figurent dans ce classement. Voilà. 39 buts marqués pour Ademola Lookman, un but toutes les 141 minutes. C'est le meilleur ratio avec Mohamed Salah. Et Kvaratskhelia, 30 buts, un but toutes les 257 minutes. 30 buts sur les 3 dernières saisons. Voilà. Et capable de faire beaucoup de passes décisives aussi. Donc là, tu as 2 joueurs qui font partie des ailiers qui sont le plus décisifs dans les 30, 20, 25 derniers mètres. Voilà. Et ils étaient pistés par Luis Enrique. Malheureusement, ils ont été retenus. Donc, ce qu'on peut lui reprocher, c'est surtout de ne pas avoir pris de plan B. Ça, il a refusé des plans B. Mais les profils, il les avait ciblés. Il avait ciblé les bonnes personnes. Et on peut aussi se poser la question, peut-être l'été prochain, de Rodrigo. Ce sera probablement une piste sur laquelle le Paris Saint-Germain va se pencher, ou en tout cas devrait se pencher. Mais vous voyez, donc ça montre que Luis Enrique n'est pas bête. Hein. Ça montre que Luis Enrique n'est pas bête. Les profils, il les connaît, il les veut, il les a voulu. Malheureusement, il y a des choses qui ont fait que il n'a pas pu les avoir. Mais c'est vrai que ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'être parti trop têtu avec cet effectif en pensant que ça allait fonctionner, alors qu'on savait très bien que Dembélé et Barcola avaient besoin de concurrence, avaient beaucoup de déchets, qu'on avait besoin de joueurs
de qualité et de quantité, et on peut pas se permettre de passer à côté d'un Sancho, d'un Nkunku, d'un Osimhen. Ça nous aurait fait du bien. Voilà, on va pas se mentir. Et ça, je vous l'ai déjà montré. Ok. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, non, elle est très très longue, je crois que je suis à 1h17 de tournage, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à parler dans cette vidéo, en même temps j'ai tellement de choses à dire et j'en ai tellement sur le cœur que je parle vite, que des fois du coup je bafouille, bref voilà, j'avais plein de choses à dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on en débat en commentaire, voilà, et j'espère que ce petit documentaire vous fera plaisir, vous fera peut-être changer d'avis sur le personnage, mais en tout cas allez-y, et voilà, on en débat en commentaire, d'ici là portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux, ciao.